Et là, je crois qu'il est temps de rappeler le pourquoi. Le pourquoi on est contre cette réforme. Alors, il faut rappeler l'aspect déjà social de cette réforme. Quand j'avais commencé à travailler, j'aime à dire que mon contrat de travail, entre guillemets, c'était je cotisais pendant 37 ans et demi. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire couler cette réforme, ce sera 43 ans. Je prenais la moyenne des 10 meilleures années, donc qui étaient plutôt les dernières. Et je dirais dans quelques secondes pourquoi. C'est plus les 10 dernières. Aujourd'hui, alors depuis déjà un certain temps, nous sommes aux 25 meilleures années, donc la moyenne, elle descend. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, on pouvait partir à 60 ans. Donc, à l'époque, le contrat, il était, je ne veux pas dire intéressant, mais en tout cas, il était solide, et surtout, pour les salariés qui travaillaient durement tout au long de leur vie, ben, ça leur permettait de profiter de leur retraite. Or, quel est le problème si l'on passe à 64 ans? Un des problèmes, ben d'abord, c'est de dire, tout à l'heure je le disais, que c'est de moins en moins les 25 meilleures années, les dernières. Tout simplement parce que un salarié sur deux, ce sont les chiffres officiels, 48% exactement, donc 1 sur 2, qui se retrouve à liquider ses droits à la retraite, n'est déjà plus en activité. Donc il est ou au chômage, ou en invalidité, ou en maladie, ou au RSA. Donc 1 sur 2 déjà à 62 ans n'est déjà plus au travail. Donc si on fait déjà les 25 meilleures années, ça veut dire que les dernières années ne sont pas les meilleures pour lui. Donc on va chercher des années à perpète les oisillons dans un milieu de carrière où le salaire n'était pas celui qu'il est en fin de carrière. Et puis c'est 1 sur 2 qui sont déjà plus en activité. Comment on va faire, et c'est la question que le gouvernement devait se poser initialement, comment on va faire pour trimballer ces salariés qui ont déjà plus de travail à 62 ans jusqu'à 64 ans d'ailleurs. Emmanuel Macron le disait lui-même. Il le disait lui-même dans une interview de 2019 où il disait on ne peut pas faire ça. Parce qu'il faut d'abord trouver du travail et s'organiser pour que les seniors puissent rester en activité jusqu'à 64 ans. Et c'est la réalité. On met la charrue avant les bœufs. Le premier objectif, c'est de dire comment on fait en sorte que ces salariés, donc, qui se retrouvent dans une situation où ils sont impactés, puisque l'important à la retraite, c'est d'arriver à la retraite avec tous les bouts de son corps, et qu'on puisse en profiter. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser dans les entreprises pour que ces salariés puissent finir leur retraite dans de bonnes conditions. Et là, on a aussi un gros paradoxe. On a les grosses entreprises et les toutes petites entreprises. Je parle notamment des artisans, des entreprises, des TPE, des entreprises de 20, de 10, de 5 salariés. Et là, il y a une grosse différence entre les deux. Parce que les entreprises de plus de 100, 150, 200 salariés, a fortiori 1000 ou 2000 salariés, ont les moyens de créer des postes pour que ces salariés bifurquent d'un poste dur physiquement vers un poste de formateur, un poste de responsable, enfin tout un tas de postes en les formant qui leur permettraient de faire ces 2 ans en plus dans des bonnes conditions. Donc elles ont les moyens, parce qu'on peut créer des postes. Les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens. Quand vous êtes 10 dans une entreprise, il y a à peine un poste de secrétaire administratif, donc on ne va pas en créer un autre, c'est impossible. Et puis, le paradoxe dans cette affaire, c'est que les boîtes qui ont les moyens, celles qui ont des sous, les grosses entreprises qui peuvent créer des postes, ne le font pas. Elles font des plans sociaux, que moi j'appelle des plans de licenciement. Et dans les plans de licenciement, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les critères du Code du travail. Et en principe, quand on prend les critères du Code du travail, il s'avère que quand tu es vieux, quand tu as de l'ancienneté, ça te fait des points. Ça t'évite de partir. Tu n'es pas dans le plan social, ou en tout cas, tu es loin dans le plan social. Or, on y rajoute un critère. Pourquoi on y rajoute un critère? Parce qu'on veut se débarrasser des vieux. Les vieux parce qu'ils coûtent cher, parce qu'ils sont peut-être moins performants en fin de carrière, enfin, je dis peut-être. Du coup, on y rajoute au volontariat de ceux qui veulent partir. Et bien entendu, lorsque on rajoute le critère volontariat,
bien les anciens comme moi, ils pensent qu'à une chose, c'est se tirer et vite. Donc du coup, on se retrouve avec des gens qui ont 60, 61 ans, ils se retrouvent dans un plan social, au chômage, pour faire le lien avec le départ en retraite. Ça, c'est les grosses boîtes. Les petites boîtes, elles veulent pas se débarrasser des anciens, parce que c'est eux qui ont le savoir-faire, c'est eux qui vont apprendre aux jeunes. Donc vous voyez que là, on est dans un paradoxe. D'un côté, on a des boîtes qui veulent garder leurs anciens, mais qui n'ont pas les moyens de créer des nouveaux postes, ou d'adapter le poste. Et puis de l'autre côté, on a des boîtes qui ont du pognon, qui sont en capacité de créer des postes, d'aménager des postes, de former les anciens, et qui, elles, se débarrassent des vieux. Donc ça ne marche pas. C'est ce sujet-là qu'il faut traiter. Et en traitant ce sujet-là, de dire comment on fait pour que l'on puisse faire quelques années supplémentaires, eh bien ensuite, on peut peut-être se dire, oui, est-ce que l'on peut passer à 64 ? Et pas à l'envers. Et de dire, voilà, on va passer à 64 et les gens s'adapteront. Alors, si tu as un peu de temps dans ta vidéo, c'est une comparaison que j'aime bien faire. Certaines personnes ont entendu parler de la théorie de l'évolution des espèces selon Darwin. Et là, il y a une comparaison qui est formidable. Pendant des années, dans le cadre de l'évolution des espèces, eh bien, les scientifiques pensaient que, en fait, je vais prendre l'exemple de la girafe, eh bien, les espèces s'adaptaient pour pouvoir survivre, et les physiciens, enfin les scientifiques de l'époque, hein, c'est très vieux, pensaient que la girafe a vu son cou s'allonger, parce que pour aller chercher des feuilles, eh bien, il fallait avoir un long cou, et à force d'aller chercher des feuilles plus haut, le cou s'est allongé. Ça a duré un certain temps. Puis est arrivé Darwin. Et si je reviens sur cette théorie, ce serait la théorie de Macron. C'est-à-dire que Macron, il dit, on va passer à 64, on va mettre les feuilles plus hautes, du coup les girafes vont s'adapter. Sauf que la théorie de Darwin vient de prouver le contraire. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe dans l'évolution des espèces, c'est que la girafe, qui avait un petit cou, elle ne pouvait pas manger de feuilles. La girafe, qui avait un cou qui faisait peut-être 1 centimètre de plus, elle pouvait manger des feuilles, elle survivait, elle se reproduisait, et quand on se reproduit avec 2 grands coups, eh bien on finit par avoir un cou de plus en plus long. Donc en d'autres termes, cette retraite à 64 ans va faire mourir tous ceux qui ont 62 ans qui ne peuvent pas s'adapter. C'est ça le problème, on prend le problème à l'envers. Ça c'est sur l'aspect social. Après, il y a l'aspect économique. Et là, sur l'aspect économique, il y a de quoi dire. Parce que, alors, quand j'aurai fini de dire que cette réforme est injuste et injustifiée du point de vue économique, il faut quand même amener quelques éléments. Et au début, on s'en souvient, le gouvernement s'appuyait sur le rapport du corps, Conseil d'orientation des retraites. Ce rapport qui fait un peu plus de 340 pages. Et ce rapport disait un certain nombre de choses. Alors, il faisait des projections. Ces projections, c'est ce que c'est. Une projection, c'est, on imagine que, suivant un certain nombre de paramètres que l'on met dans la balance, qu'il se passera ça dans un certain nombre d'années. D'ailleurs, le corps s'est souvent trompé. Puisque, effectivement, plus on va loin dans les projections, plus on a de chances de se tromper. D'ailleurs, c'est pareil pour la météo. On vous donne la météo à 3 jours, elle est à peu près fiable, mais à 10 ou 15 jours, c'est pas possible. C'est clair. Donc, le corps, d'ailleurs, quand je dis il s'est trompé, si je prends l'exemple de 2003, il avait projeté que 2023, ce serait une année où on aurait un déficit de 20 milliards d'euros. Or, aujourd'hui, on sait, en 2022, le déficit, il n'y en avait pas, c'est un excédent de 3,2 milliards. Donc le corps s'est trompé, mais ça arrive, puisque plus on va loin, comme je dis, et plus on a de chances de tromper. Alors le corps, il dit tout un tas de choses et il donne des conseils. Alors au début, le gouvernement, il s'appuyait sur le rapport du corps. Sauf que nous, syndicalistes, on n'est pas plus cons qu'eux. Du coup, on l'a lu, le rapport du corps. Entre autres, moi, je l'ai lu. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de le lire, parce que c'est un document qui est assez facile à lire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et pas du tout rébarbatif. Et là, on y trouve tout un tas d'informations. D'abord, il faut savoir que dans les projections du corps, il n'en fait pas qu'une. Il en fait 4 projections. Sur les 4 projections, 3 d'entre elles considèrent qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que les dépenses que eux appellent des dépenses, que moi j'appelle de l'investissement,
des retraites, eh bien, se stabilise à l'horizon 2030. Et il y a une courbe, une seule sur les 4, qui continue à progresser. Or, le gouvernement, il prend la seule courbe qui progresse. Bon, déjà, là, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, si on vous dit, vous avez 3 chances sur 4 de vivre, 3 chances sur 4, vous achetez pas un plumier pour vous foutre dedans. C'est évident. Donc d'abord, il fait ses projections. Donc le gouvernement choisit la plus pessimiste. Ensuite, le corps explique qu'il n'y a pas d'urgence à réformer puisque nous avons des réserves. Donc il y a des réserves dans les régimes complémentaires et il y a des réserves dans le régime général. En tout, ces réserves, c'est écrit dans le rapport, sont à hauteur de 206 milliards. Ça veut tout simplement dire que si l'on a, à partir de 2030, un déficit de l'ordre de 10 milliards, eh bien on peut tenir 20 ans. Alors en 20 ans, il peut se passer plein de choses. On peut prévoir plein de choses. D'ailleurs, il se passera plein de choses. Qui avait prévu le Covid? Personne. Donc il peut se passer tout un tas de choses. Donc d'abord, il n'y a pas d'urgence parce qu'on a les réserves. Et puis, le corps, il dit que le fait de rallonger de 2 ans, eh bien, ça va créer des dépenses, notamment à la sécurité sociale, sans compter les dépenses de Pôle emploi. Mais le gouvernement ayant plus d'un tour dans son sac, pour les dépenses de Pôle emploi, j'y reviendrai dans 2 minutes, il a déjà prévu le truc. Donc le corps dit que l'affaire du passage de 62 à 64, il va falloir maintenir les gens qui sont donc en maladie, les gens qui sont en inaptitude, il va falloir maintenir tout ça. Et donc ça va coûter 3,4 milliards à la caisse primaire d'assurance maladie. 3,4 milliards. Donc sur leur fameuse économie, déjà il y a ça, qui sera en moins. Et puis on ne sait pas combien ça va coûter au Pôle emploi, on pourrait l'estimer. Mais le gouvernement a déjà prévu son coût. C'est-à-dire qu'il a fait passer une réforme qui est applicable depuis le 1er février, qui consiste à diminuer de 25% la durée d'indemnisation des chômeurs. En d'autres termes, tous ceux qui vont arriver au bout des droits, ils seront amputés de 25%. Donc ils vont faire quoi durant ces 25% alors qu'ils faisaient déjà rien jusqu'à 62 ans? Enfin, quand je dis ils faisaient rien, ils n'étaient pas au boulot, quoi, je veux dire. Ils ne trouvaient pas de travail. Donc le gouvernement a tout prévu de ce point de vue-là. Il a tout prévu, mais il oublie les dépenses que l'on va avoir. Et puis, le corps donne des suggestions. Alors nous, on en a fait quelques-unes. Parce que j'entendais l'autre jour Elisabeth Borne qui disait « Oui, on a pu discuter, on a eu des propositions de je ne sais quoi. » Mais les propositions, on en a fait des tonnes. Une trentaine de propositions. Du mois de septembre au mois de novembre. Aucune n'a été retenue, puisque ce n'était pas une négociation, c'était une consultation. Pour reprendre Coluche, dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. Des propositions, quand on en a faites, on avait dit on pourrait augmenter les cotisations salariales. Et patronales, bien entendu. Ça a été refusé. Pourtant, c'est une proposition du corps. Puisque le corps écrit noir sur blanc que si l'on augmentait de 0,9% les cotisations. Alors, lorsque l'on augmente les cotisations, il y a 2 tiers, c'est un peu technique, mais il y a 2 tiers côté employeur et 1 tiers côté salarié. Ça fait 0,3% pour les salariés, ça fait 0,6% pour les employeurs. Olivier Dussopt disait, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de janvier, je crois, janvier-février, il disait, oui, c'est une aberration d'augmenter les cotisations, ça va coûter 400 € pour les salariés alors que le pouvoir d'achat est en berne. Et c'est faux. C'est faux et archi faux. Parce que le salaire moyen, et ça c'est mathématique, le salaire moyen du français, enfin du salarié en France, en tout cas, c'est 2500 €, c'est le salaire moyen. Si on augmente de 0,3% de cotisation sur 2500 €, ça fait 90 € par an, par salarié. Par an, par salarié. Qui refuserait aujourd'hui, alors pour un SMIC, ça fait 4,78 € par mois. Qui aujourd'hui refuserait, en tant que salarié, de payer 90 € de cotisation annuelle pour pouvoir partir 2 ans avant? J'en connais pas. Il n'y en a pas un qui m'a dit le contraire.
Donc les conneries que raconte le gouvernement, lorsqu'ils s'expriment, en fait, ils font des communiqués de presse, il n'y a personne pour leur répondre. Il est là le problème. Il n'y a pas eu de débat profond sur le sujet. Et puis, donc déjà, on pourrait le faire comme ça. Alors, vous me direz, mais pourquoi le gouvernement ne souhaite pas augmenter les cotisations? Alors, ce que je vais expliquer, c'est aussi technique, mais c'est important. En fait, vous le savez peut-être pas, mais un grand nombre d'entre nous le savent, sur les bas salaires, donc, quand je dis les bas salaires, c'est du SMIC à 1,6 fois SMIC, d'ailleurs, donc du SMIC à 2500 €, en gros. Parce que le salaire moyen, aujourd'hui, eh bien, il est dans les bas salaires. Il y a des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire que l'employeur ne paye pas de cotisations sociales. Alors, c'est un barème. Ça part de 380 € et ça se termine à 0, à 1,6 fois SMIC. Donc, ces exonérations de cotisations sociales représentent 38 milliards par an, quand même. Hein. Je vous rappelle que le soi-disant déficit des caisses de retraite, ce serait de l'ordre de 10 milliards. Là, c'est 38 milliards par an, rien que sur les cotisations sociales, d'exonération aux employeurs. Donc du coup, qui renfloue une partie de ces exonérations dans les caisses de retraite? Les caisses de la Sécu, c'est l'État. Donc, si on augmente les cotisations, les patrons ne sont pas contents sur les salaires au-delà de 1,6 fois SMIC, mais le gouvernement n'est pas content parce qu'il va devoir remettre dans la caisse. Donc du coup, ils n'en veulent pas, que ce soit les patrons et le gouvernement. Donc là-dessus, voilà le pourquoi, eh bien, le gouvernement refuse d'augmenter les cotisations. Pourtant, ce n'est pas son sujet. Deuxième point, nous, on a dit, et FO, puis d'autres syndicats d'ailleurs, se sont exprimés sur le sujet, il y a aujourd'hui 208 milliards d'aides publiques par an. 208 milliards d'aides publiques par an. Alors ces aides publiques, c'est quoi? Eh bien, c'est entre autres ces exonérations, les aides à s'installer, enfin, c'est tout, il y en a toute une panoplie. D'ailleurs, vous allez sur Internet, lorsque vous voulez monter une entreprise, il y a toute une panoplie qui vous explique comment récupérer du pognon du gouvernement. 208 milliards qui sont offerts aux entreprises contre rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrepartie. Si on leur disait, on vous donne des exonérations de cotisations sociales, mais en contrepartie, vous faites des CDI ou vous embauchez. Ça aurait du sens. Parce qu'on aurait le double effet qui se coule. On aurait le premier effet, ils embaucheraient en CDI, les salariés pourraient se projeter, ils consommeraient, et en plus ils cotiseraient dans les caisses. Donc ça diminue le soi-disant déficit et ça augmente le nombre de cotisations, le montant des cotisations. Et puis, deuxièmement, tous ceux qui sont les mauvais, mais ils n'auraient plus ces fameuses exonérations, ces aides publiques. Du coup, les sous resteraient dans les caisses de l'État. Parce que 208 milliards, le budget de l'État, c'est 424 milliards. C'est-à-dire, ça représente près de la moitié du budget de l'État. Et quand je vous parle de budget de l'État, eh bien, il faut qu'on se souvienne tout de même que le budget de l'État est constitué à hauteur de 164 milliards de la TVA, que l'on paye tous. D'ailleurs, c'est l'impôt le plus injuste, parce que vous ayez 4 000 € de salaire ou que vous ayez 1 000 € de salaire, quand vous allez acheter votre pain, la TVA elle est la même pour tout le monde. Vous allez acheter la nourriture, la TVA est la même pour tout le monde. Plus les à peu près 130 millions d'impôts. Donc vous voyez qu'en fin de compte, quand on y réfléchit bien, qui finance les aides publiques aux entreprises pour qu'ils nous payent? Ben c'est nous. L'argent, il fait le tour. On paye les impôts. Le gouvernement le rend aux employeurs qui nous payent avec une partie de celle-là. Voilà. Donc si on mettait à contribution les employeurs et leur dire « Oui, on continue à vous verser des aides publiques, ok, pas de souci, pour autant, il va falloir des contreparties. » Et là, on y gagne sur les deux clans. Ou ils embauchent et ça fait des cotisations, ou ils font pas ce qu'on leur dit et ils auront moins et ça reste dans les caisses. Donc, voilà toutes ces raisons. Les raisons économiques, elles sont, et je pourrais vous en citer encore beaucoup. Les raisons économiques, il y en a des dizaines, qui font qu'il n'y a pas de déficit. Il n'y aura pas de déficit. Et puis, pour terminer, tout à l'heure, je disais,
ils considèrent que ce sont des dépenses. Et moi, je considère que c'est un investissement. Que font les retraités avec les 340 milliards qui sont versés tous les ans aux 17 millions de retraités? Qu'est-ce qu'ils en font? Ben, ils le dépensent. Ils le remettent dans l'économie. Ils aident leurs petits-enfants. Ils aident leurs enfants. Donc, cet argent qu'il est rendu, puisque c'est quand même l'argent de leur cotisation. Eux, ils ont cotisé pour ceux qui étaient à la retraite, et maintenant, nous, on cotise pour eux. Cet argent, ils le réinvestissent dans l'économie. Si demain, je supprime les 340 milliards, mais il va manquer 340 milliards dans l'économie pour faire fonctionner les usines, pour faire fonctionner le boulanger du coin, pour faire fonctionner la supérette du coin, pour faire fonctionner l'économie française. Les retraités, eh bien, les retraités se nourrissent, ils s'habillent, ils se déplacent. Donc tout ça, ça rentre dans l'économie. Donc ce n'est absolument pas une dépense, c'est un investissement. Alors je dirais qu'il faut même augmenter les retraites. Ils vont dépenser d'autant plus. Ou ils vont le donner à leurs enfants qu'ils le dépenseront pour eux. Donc on a toutes ces raisons de dire cette réforme, elle est injustifiée économiquement. Injustifiée économiquement. Et puis injuste pour toutes les raisons que j'ai données. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'emploi des seniors, ça sert à rien de reculer l'âge des retraites. Absolument à rien. D'ailleurs, on s'aperçoit que la loi qui était proposée, elle a reçu un bon coup de bambou quand elle est arrivée au Sénat. Parce que les deux paramètres qu'on nous avait laissé entendre comme des paramètres qui allaient mettre en place un index senior, ainsi que le fameux que demandaient les employeurs, et les LR notamment, ils demandaient à ce qu'il y ait un CDI senior. Alors ça, c'est la double arnaque. Le CDI senior, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des exonérations de cotisations sociales sur l'emploi des seniors en CDI. En d'autres termes, je vous licencie parce que vous avez 62 ans, reste un peu au chômage pendant un an, je te rembauche dans un an et je ne paye pas de cotisation. Je peux même te filer un petit bifton pour que tu partes plus vite parce que de toute façon, je vais le récupérer sur les exonérations de cotisations sociales. Et là, encore une fois, on creuse le trou. On ne cotise plus. Donc les gens sont au travail, mais ils ne cotisent pas. Voilà, les patrons ont des exonérations. Le cercle où on n'en finit plus. Concernant les fameux 85% du SMIC brut en net, donc qu'a promis le gouvernement. Avant d'aller sur le fond, il faut rappeler qu'au début, ça allait concerner 1 million de personnes, voire plus, 1,8 million de mémoire. Et puis à la fin, quand tous les débats ont eu lieu, que la critique est arrivée sur le sujet, eh bien à la fin, on a questionné la caisse de retraite. Et à ce moment-là, eh bien, la caisse de retraite nous a donné des chiffres. Ça concernerait 10 000 personnes, mais le comble de tout, pour quelque chose, en tout cas pour une mesure qui concernait, d'après le gouvernement, essentiellement des femmes. Eh bien, sur les 10 000, il n'y a que 3 000 femmes qui sont concernées. Ça, c'est sur la forme. Donc, on est passé de 1,8 million à 10 000 personnes. Voilà, epsilon. Mais concernant le fond de l'affaire, là, c'est une grosse arnaque du gouvernement. Parce qu'en fait, on vous fait croire qu'on met en place une nouveauté qui, en fait, existe déjà depuis très longtemps. En 2003, eh bien, sous le gouvernement Fillon, et c'était, je crois, Wörth, qui à l'époque, eh bien, on avait inscrit que à partir de 2003, et on avait quelques années jusqu'en 2008, donc pour appliquer cette nouvelle loi, eh bien, on devait restituer aux salariés qui partaient à la retraite plus de 85% du SMIC, disait la loi. Donc en fait, l'histoire des 85% du SMIC brut, du SMIC net en brut, eh bien, ça date de 2003. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de réforme pour ça. Il suffit de publier les décrets qui ne sont jamais parus et qui devraient avoir paru depuis 20 ans.
Donc ça, c'est une belle arnaque. C'est-à-dire qu'on nous vend pour quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on devrait déjà appliquer. D'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point on ne pourrait pas attaquer le gouvernement pour ne pas avoir publié les décrets d'application. Parce que depuis 2008, on devrait toucher 85% du SMIC net en brut. Et là, petite précision tout de même, parce que j'en ai quelques-uns qui sont passés ici, des femmes et des hommes, pour m'expliquer, voilà, combien ça va me faire depuis 4 mois, depuis qu'on annonce ces fameux 85% du SMIC. Eh bien, il faut quand même rappeler, et la déception est grande quand on leur dit, que c'est si vous avez acquis 43 annuités, c'est-à-dire vous avez travaillé 43 ans, et que si vous avez travaillé à temps plein pendant 43 ans, donc là, vous touchez effectivement 85% du SMIC net en brut. Mais dans l'histoire, en fin de compte, si on regarde les critères d'attribution, en fin de compte, ça ne demande de rien du tout. Et c'est pour ça que ça ne concerne plus que 10 000 personnes. Puisque ceux qui ont une carrière complète au SMIC et qui ont eu un temps plein, ils ont déjà 85% du SMIC. Le problème se pose lorsqu'il y a eu des incidents de parcours. Et quand je dis des incidents, c'est quand même l'essentiel de la vie. Je pense aux femmes qui ont eu des enfants, et heureusement qu'elles ont eu des enfants, parce que ni vous ni moi, on pourrait être là pour en parler. Mais quand elles ont des enfants, elles partent en congé maternité dans un premier temps, là, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, si elles prennent un congé parental, là, il y a un problème de cotisation. Dans le secteur privé, eh bien, là, les trimestres sont acquis. Par contre, les cotisations sont minorées. Et puis, dans la fonction publique, c'est pire que tout. Parce que dans la fonction publique, elles n'ont ni trimestre, ni cotisation. Donc, vous voyez qu'il y a tout de même un certain nombre de choses à revoir avant de parler de ça. Il suffit d'appliquer la loi de 2003 déjà, et ça c'est réglé. Et ensuite, comment on fait pour que les femmes, lorsqu'elles partent en congé parental, lorsqu'elles élèvent les enfants, ou lorsque ce sont les hommes, d'ailleurs aujourd'hui ils peuvent le faire aussi, et depuis un certain temps, d'ailleurs c'est inscrit dans le Code du travail depuis des années, eh bien comment on fait pour que ces personnes qui ont décidé d'élever leurs enfants, eh bien puissent partir tranquillement à la retraite sans perdre de cotisation, sans perdre de trimestre. Voilà.